très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons-la avec un éditorial consacré au point de vue de l'Église adventiste du 7e jour sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'Église adventiste du 7e jour considère que l'intelligence artificielle est un outil qui peut être mis au service de la mission à condition qu'elle soit utilisée avec discernement dans le respect de principes bibliques, de la vérité et de la dignité humaine. Elle ne doit jamais remplacer la direction du Saint-Esprit, l'étude personnelle de la Bible, ni le ministère humain. Les décisions doctrinales, la prédication et l'accompagnement spirituel doivent rester sous la responsabilité de responsables de l'Église et être guidées par les Écritures, car l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, pas une autorité. Les contenus générés par cette technologie doivent toujours être vérifiés à la lumière de la parole des dieux, car la Bible demeure la référence suprême. L'intelligence artificielle ne doit pas servir à diffuser de fausses informations, à manipuler des images ou des messages, ni à porter atteinte à la réputation d'autrui. Elle peut être utile pour la traduction, la communication et l'éducation, la création des supports pédagogiques ou l'administration de l'Église. La communion fraternelle, la prière, l'écoute pastorale et les témoignages personnels ne peuvent être remplacés par une technologie. L'Église adventiste du 7e jour encourage une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle. Si cet outil peut contribuer à la proclamation de l'Évangile et à l'efficacité de la mission, elle ne doit jamais se substituer à l'autorité de saintes Écritures, à l'action du Saint-Esprit, ni aux relations humaines qui sont au cœur de la vie chrétienne. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du journal. Les actualités ecclésiales restent toujours notre priorité. À Tchibala, dans le territoire de Kazumba, au Kasaï central, le responsable de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest, le pasteur Dr Grégoire Mbaya, a clôturé une campagne d'évangélisation organisée et durant une semaine autour du thème « Le secret de la délivrance et du véritable succès », une activité marquée par la conversion de plusieurs personnes et leur engagement dans la foi chrétienne. Yvonne Kabarou. À Tchibala, dans les territoires de Kazumba, la campagne d'évangélisation a pris fin sur une note marquée par l'engagement religieux. Durant une semaine, les enseignements ont porté sur le thème « Le secret de la délivrance et du véritable succès », avec pour objectif d'amener les participants à approfondir leur compréhension de la foi chrétienne et de leur engagement spirituel. À l'issue de cette campagne, 190 personnes ont reçu le baptême selon les organisateurs. Un résultat qui témoigne, d'après les responsables de la mission, de l'intérêt manifesté par la population locale pour les enseignements dispensés au cours de cette semaine. Pour le président de l'Union du Congo-Ouest, le pasteur Dr Grégoire Mbaya, cette étape constitue un moment important dans la mission d'évangélisation menée à Tchibala. Les organisateurs rapportent également plusieurs témoignages de personnes ayant décidé de s'engager dans une nouvelle démarche de foi. Cette campagne marque ainsi la fin de la tournée missionnaire du représentant légal national, accompagné notamment du pasteur Célestin Ngundi, de l'ancien Thomas Katembo, du frère Denis et de la sœur Julia Britney. La mission a également bénéficié d'une couverture médiatique assurée par la radio mondiale adventiste Kinshasa et Up Channel DRC, permettant de relayer les différentes activités menées durant cette campagne d'évangélisation dans les territoires de Kazumba.
Le ministère de la Femme de l'Église adventiste du 7e jour de Kinshasa tient son mini-congrès du 26 au 29 juillet 2026 au centre catholique Liziba Anjili Brasserie à Kinshasa. Pendant 4 jours, de femmes et jeunes filles venues de différentes églises locales de Kinshasa, centre-est, se retrouvent pour de moments de ressourcement spirituel, de formation et de partage d'expériences. À cette occasion, Madame Florence Bidimou Bopé, responsable principale de ces départements, appelle les femmes à y participer pour renforcer leur engagement dans la mission, cultiver les valeurs chrétiennes et être des artisanes de transformation au sein de leur famille et de leur communauté. La mission évangélique des adventistes du 7e jour au Congo-Ouest a lancé le mercredi 23 juillet dernier la construction de sa toute première école privée, complexe scolaire adventiste du 7e jour, le Trois Anges, situé au quartier Mbenteke dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Intervenant sur ces sujets, le pasteur Jackson Ntilele, administrateur en charge de ressources humaines, a évoqué la vision de prière, la création de la dite école. Il est au micro de Dan Ilunga. Vous savez, l'éducation, c'est le bras droit même de l'évangélisation. L'éducation, c'est l'avenir même de toute la nation. Donc, quand on essaie de voir comment est-ce que l'éducation est en train d'évoluer pour le moment, il y a lieu de se dire, nous pourrons aussi faire quelque chose pour apporter une aide de secours à la vision du chef de l'État, de faire voir que l'éducation, c'est quelque chose de très utile. Vous savez, il y a des scientifiques, des théoriciens, ainsi de suite, qui ont déjà évoqué le cas pour dire, si vous voulez détruire toute une nation, ça ne sert à rien d'aller chercher des grandes armes ou de grands militaires, je ne sais pas de quelle formation. Plutôt, ce que vous pouvez faire, c'est de jouer sur leur éducation. Juste ça. Leur apporter une éducation terre à terre, où les gens vont mémoriser, n'est-ce pas? On ne leur apprend absolument rien de ce qu'on appelle la créativité, et puis ils vont rester dépendants toute leur vie, mais pas seulement ça. Il faut leur apporter aussi un plus dans la corruption, par exemple. Eh bien, quand quelqu'un n'a pas réussi, bon, on amène un peu d'argent et puis, bon, quelqu'un passe. C'est vrai. Dès que vous réussissez à leur amener la corruption, sachez que toute la nation est par terre. L'école, ça sera une école privée adventiste. Ok. Et son nom, c'est Complexe scolaire adventiste du 7e jour, les Trois Anges. Dans le même contexte, le chargé de finances de la mission évangélique des adventistes du 7e jour au Congo-Ouest est revenu sur le partenaire engagé dans la réalisation de ces projets. Il a aussi évoqué ce que le complexe scolaire adventiste du 7e jour devrait représenter pour la société congolaise. Madame Claudine Chilanda, chargée du développement de cette mission, quant à elle, insiste sur l'extension de cette école qui ne devrait pas s'arrêter à Mongafula. Elle a aussi placé un mot sur le processus de recrutement du personnel. Dire que nous avons les moyens pour commencer et finir cette construction, je pense que ce serait faux. Donc, cette structure que nous voudrions avoir, que l'école, le complexe scolaire adventiste les Trois Anges, c'est une école que nous voudrions avoir pour d'abord accomplir la mission de l'Église, parce que l'école, c'est aussi le bras droit de l'évangélisation, pour atteindre aussi le besoin de la communauté, parce que l'éducation, c'est aussi le besoin de la communauté. Et cette école, le financement, nous avons commencé en tant qu'Église pour donner l'idée, lancer le projet
avec les moyens de bord, mais il y a vraiment des partenaires qui sont les membres d'église et qui eux sont les bailleurs de fonds, qui sont en train d'appuyer ce projet pour voir au moins l'église adventiste du 7e jour à Kinshasa avoir une école modèle, une école moderne, une école pilote qui va défier tout ce que nous avons. Complexe scolaire adventiste du 7e jour, les Trois Anges, aura beaucoup d'extensions. Okay. Nous commençons sur le terrain parce que c'est le terrain qui est là pour le moment, qui est disponible. Nous commençons là-bas, mais il y aura beaucoup d'extensions. Okay. Les parents de Pigeon, ne vous en faites pas. Il y aura l'extension. Les parents qui sont en ville, il y aura l'extension. Et les parents qui sont à Bandal, il y aura l'extension. Okay. Il y aura beaucoup d'extensions, peut-être à moyen terme. Nous allons voir comment nous allons évoluer avec Mitendi. Le message à donner aux parents adventistes, comme moi, je suis parent, c'est que pour ceux-là qui ont eu à scolariser leurs enfants dans une école adventiste privée, ils ont les témoignages de comment ça se passe. J'appelle les parents à ne pas hésiter une seule seconde à inscrire les enfants dans cette école-là. Ils ne seront pas déçus. Okay. Et concernant les enseignants, je peux placer un mot. On a donné les communiqués dans les églises. Peut-être que toutes les églises n'ont pas encore reçu les communiqués. Je pense au courant de la semaine, peut-être le sabbat, on va communiquer ça. L'appel est déjà lancé pour l'offre. Ceux-là qui sont du domaine, qui ont eu fui à faire la formation pour l'enseignement maternel, le primaire également, veuillez déposer vos dossiers parce que le recrutement se fera d'une manière qui va faire à ce que ce sont ceux-là qui ont mérité enseigner dans cette école qui vont enseigner. Restons toujours dans ces chapitres des actualités ecclésiales. Le 25 juillet 2026, l'Église adventiste du 7e jour a célébré un sabbat spécial dédié aux enfants dans plusieurs communautés à travers le monde. Cette journée vise à mettre en lumière l'importance de l'éducation spirituelle des plus jeunes et la responsabilité de famille et de l'Église dans leur accompagnement conformément au conseil biblique. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Cette célébration a également permis aux parents et aux encadreurs de mesurer l'importance de leur rôle dans la formation spirituelle et morale des enfants appelés à devenir les acteurs de l'Église de demain. Changeons de chapitre à présent. Dans le but de réduire la consommation du bois de chauffe et de lutter contre la déforestation, la direction de technologie de l'énergie bois, une structure du ministère de l'Environnement, a présenté ses solutions énergétiques alternatives lors de la foire économique 2026. Sa chargée des sensibilisations et mobilisation, Maribé Mujinga Tsompo, a tenu un stand lors de cette exposition clôturée le week-end dernier et a expliqué dans une interview accordée à la presse l'importance de la DTEB dans la promotion des énergies durables. Le ministère de l'Environnement, à travers la DTEB, dans cette exposition, est venu nous apprendre des technologies nouvelles qui sont peu connues, que nous sommes en train de valoriser à travers les briquettes que l'on a présentées, que nous utilisons avec des foyers améliorés. Ce sont des techniques adaptées qui permettent de réduire le degré de déforestation, et c'est pour préserver les générations futures et ainsi pour atteindre notre milieu également. Parce que toutes ces briquettes sont produites par des déchets biodégradables. Donc, si on peut bien valoriser les déchets et on les utilise en faisant une carbonisation améliorée, en observant les différents flux qui ont été présentés au niveau de l'exposition dans nos différents guides opérationnels, nous allons arriver à un résultat escompté, celui qui est d'avoir de la presse de la bonne qualité et de briquettes, mais les briquettes sont faites avec un four exceptionnel qu'on appelle Tsunika, ou bien pour les cas concrets, on a utilisé des fils de charbon de bois qu'on a broyé, qu'on a
on a tamisé toutes ces méthodes-là. Nous sommes en train d'apporter des technologies nouvelles qui pourront faire en sorte que nous puissions lutter contre la déforestation. Après les confessions religieuses, le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, poursuit la mobilisation autour du 10e recensement général de la population et de l'habitat, en impliquant cette fois les secteurs privés. Les échanges portent sur la participation des acteurs économiques à la réussite de cette opération nationale. Suivez. En identifiant les acteurs économiques invisibles et en comprenant la structure réelle de l'activité sur le territoire, le recensement facilitera la transition du secteur informel vers le formel. Ce processus est essentiel pour élargir l'assiette fiscale de notre pays et renforcer mécaniquement la mobilisation des recettes domestiques nécessaires au développement du pays. La réussite du RGPH2 est fondamentalement nécessaire et celle du secteur privé congolais aussi. En soutenant cette opération, vous participez à l'émergence d'un environnement plus prévisible, plus attractif et propice à l'investissement. Sous le leadership du président de la République, et sous la coordination de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, les prochains mois seront consacrés à l'achèvement de la cartographie censitaire ainsi qu'au recrutement et à la formation des agents recenseurs avant le dénombrement général prévu en juillet 2027. Mais le succès du RGPH2 ne dépendra pas uniquement de moyens financiers ou de la qualité de son organisation. Il dépendra avant tout de l'adhésion des populations. C'est pour ça la société civile, les organisations des jeunes, les associations des femmes ainsi que les organisations des personnes vivant avec handicap ont une responsabilité historique. Vous êtes les meilleurs relais des proximités, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de cette mobilisation nationale. Quittons Kinshasa pour la province du Tanganyika, précisément à Kalemi, où le gouvernement de la République a procédé au lancement officiel de la formation des 100 officiers de police judiciaire venus de l'ensemble de cette province. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à renforcer la capacité des acteurs de la justice et de la sécurité afin de garantir une meilleure application de la loi, protéger le droit des citoyens et lutter efficacement contre l'impunité. Images et commentaires. De la police nationale congolaise que le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a officiellement lancé ce lundi 29 juin 2026 la formation de 100 officiers de police judiciaire OPJ à compétence générale venus de l'ensemble de la province. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives, judiciaires et policières. Durant 3 mois, ces officiers bénéficieront d'une formation portant notamment sur la qualification des infractions, le régime de la répression, les droits humains ainsi que d'autres matières essentielles à l'exercice de leurs fonctions, dans le but de renforcer la promotion de l'état de droit. Après différentes allocutions, notamment celle du chef de bureau de l'OIM et du coordonnateur national de la réforme de la police nationale congolaise, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a déclaré que cette formation constitue une preuve éloquente de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entend doter la province du Tanganyika d'officiers de police judiciaire capables de garantir l'application de la loi, de protéger les droits des citoyens et de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l'impunité. Dans un contexte où notre province continue de relever des importants défis sécuritaires et sociaux, le rôle des officiers de police judiciaire est capital. Vous êtes en effet un cœur du système judiciaire. Vous êtes le garant de l'application de la loi, les protecteurs de la liberté individuelle et collective,
ainsi que les acteurs clés de la lutte contre l'impunité, telle que prônée par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez le devoir de dire le droit, même si votre conviction personnelle ou vos sentiments vous obligent, mais vous êtes tenu par la loi de rester juste. Un bon policier protège d'abord les innocents avant de poursuivre le coupable. Un OPJ, c'est comme un médecin. Vous recevez un malade, vous posez d'abord des actes, protégeant d'abord les innocents et par la suite poursuivre le coupable. Direction le Lualaba où le programme national de bourse Excellentia RDC, dont la première cohorte est prévue le mardi 28 juillet 2026 à Kinshasa, accueillera 30 lauréats de la bourse Excellentia Lualaba Bora. Ces jeunes ont quitté le Lualaba vendredi 24 juillet dernier pour rejoindre la capitale. Avant leur départ, ils ont reçu de conseils de la gouverneure Fifi Masuka Assaini en présence du vice-gouverneur Clément Manfouji et les membres du gouvernement provincial. La gouverneure du Lualaba ne lésine pas sur les moyens dans l'un des secteurs où elle a plus des penchants naturels, à savoir l'éducation. Le vendredi 24 juillet 2026, dans la magnifique salle de conférence du nouveau gouvernorat, la gouverneure du Lualaba a rassemblé 30 jeunes lauréats de la bourse Excellentia Lualaba Bora 4e édition en partenariat avec la Fondation Lona, chère à la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Cette future crème intellectuelle lualabaise est conviée à représenter le Lualaba à la cérémonie officielle des remises des prix de la première cohorte du programme national des bourses Excellentia RDC, prévu pour le mardi 28 juillet 2026. Un programme désormais pris en charge par les gouvernements de la République à travers les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Les conseillers du gouverneur de province en charge de l'éducation a salué la volonté politique de Fifi Masuka Saini, ce qui fait d'elle la meilleure élève de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, particulièrement dans ces domaines. Le porte-parole des boursiers a remercié la chef de l'exécutif provincial. Il a affirmé que grâce à ces actions, les enfants du Lualaba sentent que le gouvernement provincial est préoccupé à leur offrir un avenir radieux. Nous voulons vraiment vous exprimer notre gratitude car le fait que vous vous voyez engagé en faveur de l'éducation et de la jeunesse nous ouvre des portes ainsi que des opportunités afin de bâtir un avenir pour notre très chère province de Lualaba. Mais nous vous assurons aussi que moi, CP, et ainsi que tous mes amis boursiers, nous allons mettre tout en œuvre afin de vous rendre fiers. La gouverneure Masuka a été claire, travaillez bien, vous partez représenter tous les Lualaba. Comme la première dame n'arrête pas de le dire, vous êtes l'avenir de notre pays. J'ai tenu à vous voir avant de partir, à vous rappeler, rendre fière la province du Lualaba, rendre fière la population du Lualaba. Par leurs taxes, leurs impôts, ils assurent votre éducation, sans que vos parents ne puissent dépenser même un franc. Vous avez de la chance. Moi, je n'ai pas eu cette chance, alors que j'étais la meilleure de mon école. Depuis la première primaire, jusqu'à l'université. Vous allez aller à Kinshasa. Vous allez avec toute une équipe que je tiens à féliciter. Toute l'équipe de la province ainsi que de la Fondation Lona. Vous avez été des meilleurs pour ces enfants. En les encourageant. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-gouverneur Clément Manfouji Tinatskarlo, de la ministre provinciale de l'Éducation Pichuka Indakasela et de quelques autres membres de l'exécutif provincial. Après la bénédiction et la photo des familles, la gouverneure Masuka a conduit les lauréats jusqu'au bus d'embarquement pour l'aéroport de Kolwezi vers la capitale de la RDC. Ils sont accompagnés du conseiller du gouverneur Christian Kanyimbu et du manager Nawezi de la Fondation Lona.
Parlons également éducation dans ces journaux, dans l'optique de concilier la théorie à la pratique et de mieux se familiariser avec la réalité du terrain. Des étudiants de première licence en bâtiment et travaux publics de l'université de Kikwit ont effectué samedi 25 juillet dernier une visite de immersion sur 2 chantiers d'infrastructures dans la province de Kwilu. Cette initiative vise notamment à les préparer aux exigences professionnelles liées à la conception et à la réalisation des grands ouvrages d'utilité publique. Suivez. En pleine construction, le stade moderne d'Idiofa a reçu ce samedi 25 juillet 2026 la visite d'immersion des étudiants de la première licence, section bâtiments et travaux publics de l'université de Kikwit, conduits par les assistants Brinel Sakwaku, Jean-Sing Koumongo et Daniel Ndombelu Sakumunu, directeur provincial à l'agence congolaise de grands travaux Grand Bandundu, la structure qui pilote ces projets dans le cadre du programme sino-congolais. Encadré par la mission de surveillance de la CGT, cette descente sur terrain dans le cadre du cours de statique appliquée a permis à ses futurs ingénieurs de mieux comprendre les enjeux techniques du projet, notamment la répartition des charges des ouvrages et apprécier le net emplacement des gradins préfabriqués. Ces derniers ont assisté aux travaux de ferraillage et de coffrage de poutres de la zone 2 qui supporteront la charge des assises à la tribune d'honneur. Dans la même zone, le projet prévoit 2 vestiaires et 2 dispensaires. Dans 5 zones sur les 6 réparties par le projet, les gradins sont déjà posés à 84%. 13 mois depuis le démarrage des travaux, des constructions de ces stades de 10 000 places assises, l'état d'avancement physique est évalué à 57%. On nous a appris la théorie, surtout sur la répartition des charges. Nous avons visité les stades qui sont en cours de construction, nous avons compris à l'œil, nous avons vu ça sur le terrain. Au terme de la tournée, l'assistant Daniel Ndombelu Sakumunu, directeur provincial de la CGT Grand Bandundu, résume. Nous sommes venus dans le cadre de l'itinérance habituelle, mais vous voyez que le cadre est diffère parce que là, il y a les étudiants, les futurs ingénieurs qui se forment à l'université de Kikwit. Et là, ils voulaient voir cet ouvrage, cette belle architecture qui est en train de se réaliser ici dans le cadre du programme du gouvernement, aussi sous le leadership de l'Agence congolaise des grands travaux, et dirige l'ingénieur Nikonza Ozao, avec la coordination bien sûr de notre ministère des tutelles, le ministre John Bazanglunda, pour que les étudiants puissent concilier la théorie et la pratique. Vous savez que nous sommes dans la dynamique où le chef de l'État voudrait qu'il y ait le développement qui se fait au niveau de la base, mais surtout avec la présence de la main-d'œuvre locale et de l'expertise locale. L'autre étape de cette descente est la visite de travaux de construction de la route nationale numéro 20, tronçon Ingudi-Idiofa. Direction le Congo central, avant de boucler ces journaux, une nouvelle étape est franchie dans la modernisation des infrastructures routières au Congo central à Matadi. Les travaux de construction d'une route de contournement moderne sont en cours avec pour objectif de fluidifier la circulation, de désengorger les centres-villes et de renforcer la mobilité des personnes et des marchandises dans cette ville stratégique de la RDC. Images et commentaires. Embouteillages interminables vus peut-être ces derniers mois. Au cœur de la ville portuaire, un chantier stratégique entre désormais dans sa phase décisive. La construction de l'axe routier reliant Soyo-Toulouse à la place Voie de Le Copain, en traversant le quartier Ndemba, un tracé d'un kilométrage précieux devenu le symbole du désengorgement tant attendu du chef-lieu du Congo central. Pour bâtir une route moderne, il faut d'abord libérer l'espace. Sur le terrain, les équipes de l'entreprise Ouassi Congo Sarel s'activent sans relâche. L'air est à la démolition de constructions anarchiques qui obstruaient le passage. Preuve de la rigueur de ces projets, même cette infrastructure scolaire située en plein sur le tracé a dû céder sa place. Un choix difficile, un sacrifice temporaire, mais jugé indispensable par les autorités et l'ingénierie civile pour l'intérêt supérieur de la communauté matadienne. Une route qui passe vraiment à proximité de l'école, à tel point que nos bâtiments ont été visés pour que la route puisse passer juste là où se trouvent les bâtiments scolaires plus les bureaux administratifs.
Notre joie est grande parce que nous osons croire que ce qui va nous être construit sera beaucoup plus moderne par rapport à ce qui existait. Nous remercions Ouassi Congo. Hier, c'était de la théorie. Aussitôt les emprises libérées, place au terrassement. Nous remercions même le chef de l'État parce que, vous voyez, ces coins étaient abandonnés et voilà, et on veut les développer. Et comme nous aimons notre ville, la ville de Matadi, et qu'on voudrait bien développer parce que sans les routes, le développement est tardif. C'est ici que se joue l'avenir de l'ouvrage. L'objet technique de Ouassi Congo Sarel est clair. Stabiliser le sol en profondeur pour garantir une route durable et hautement résistante. Voilà, c'est la fin de ces journaux coordonnés par Rufin Monga et réalisés par Héritier Kizola. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous et bonne suite de programmes sur Hop Channel RDC, le canal de l'espérance.